Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 12 octobre 2018 et aujourd'hui, enfin hier plutôt, c'était la sixième séance consécutive de baisse pour le S&P 500. C'est l'information que nous pouvons retenir des marchés hier puisque rien ne s'est passé de majeur à part une hausse du cours de l'or provoquée par finalement des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ne suggèrent pas la nécessité pour la Fed d'accélérer son rythme de hausse des taux. Nous avons cette hausse du cours de l'or qui a parfaitement coïncidé avec la baisse de l'USD-CNH. Vous savez que ces deux actifs sont particulièrement corrélés. D'ailleurs, les actifs les plus corrélés, outre le DXY avec le gold, c'est bien l'USD-CNH que nous allons voir dans un petit instant. Donc, avant de poursuivre ce webinaire, je vous invite à prendre connaissance, comme d'habitude, de cet avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, rapide tour de l'actualité. Concernant l'Italie, alors rien de très nouveau, mis à part que des sources haut placées ont indiqué que l'Italie devrait accepter de négocier un plan de sauvetage avec l'UE en cas de crise de liquidité de l'État ou de son secteur bancaire pour que la BCE puisse lui venir en aide. Donc, il n'y aura pas d'aide de la part de la BCE s'il n'y a pas de plan de sauvetage demandé par l'Italie. Et si l'Italie demande un plan de sauvetage à l'UE, en contrepartie, il y aura une politique d'austérité comme ce qu'on a connu globalement en Grèce. Concernant la macroéconomie américaine, nous avons donc les prix de détail qui ont augmenté de 0,1% en septembre, soit moins rapidement qu'attendu, freiné par une hausse moins importante des loyers et une baisse de prix de l'énergie. Et les pressions inflationnistes sous-jacentes, donc l'inflation core, maintient sa croissance de 0,1% sur un rythme mensuel. Voilà, donc légère diminution de l'inflation de l'IPC sur le rythme annuel, comme attendu, et de l'IPC core. Concernant la guerre commerciale, alors rien de très nouveau également, mais on a un nouvel excédent commercial record de la Chine avec les États-Unis en septembre, 34,13 milliards de dollars d'excédent commercial généré en septembre selon les douanes chinoises le mois dernier, ce qui ne devrait pas plaire à l'administration américaine. C'est le deuxième record consécutif. En août, il y avait déjà eu un nouveau record. Et si on le fait bilan depuis le début de l'année, eh bien l'excédent commercial est bien supérieur à l'excédent sur la même période de temps, mais de l'année dernière. Il me semble que l'excédent commercial depuis le début de l'année, c'est quelque chose comme 214 milliards de dollars, alors que l'année dernière, sur la même période de temps, donc en 2017, il y avait un excédent commercial d'à peu près 195. Donc voilà, malgré pour le moment les débuts des taxes, je vous rappelle spécifiques qui sont entrées en vigueur, qui ont commencé à entrer en vigueur en juillet, puis une seconde tranche en août, puis une troisième tranche fin septembre, eh bien pour le moment la balance commerciale n'a pas réellement, ne s'est pas réellement, enfin l'excédent commercial chinois ne s'est pas réellement contracté avec les États-Unis. Concernant le résumé des tendances américaines et asiatiques, donc nouvelle séance dans le rouge pour les indices américains, le DXY qui a également clôturé dans le rouge, le 10 ans américain 3,14%, donc baisse de 2 points de base de ce rendement. Le yen qui perd 0,23, le gold qui en perd 0,57 puisqu'on a un rebond du dollar. Forcément, dès qu'on a une baisse importante du DXY, généralement on a un rebond. Et vice versa, dès qu'on a un rebond important, on a une correction. Donc voilà, petit rebond du dollar ce matin, le gold qui est sous pression, les paires majeures qui sont sous pression, le Nikkei et le Shanghai Composite qui rebondissent et voilà, sous fond de bonnes statistiques chinoises finalement sur le commerce extérieur. Ça rassure globalement les investisseurs. Parce que qui dit excédent commercial dit eh bien que l'économie chinoise se porte plutôt bien, mais pas réellement, pour le moment en tout cas, il semblerait qu'elle n'est pas réellement affectée par ces taxes. Le calendrier économique, ce matin, nous avons eu l'IPC allemand qui a été confirmé à 2,3%. Nous aurons la production industrielle de la zone euro à 11h,
l'indice des prêts à l'exportation des États-Unis à 14h30 et surtout l'indice de confiance du Michigan attendu, comme vous pouvez le voir, à 100,5. Donc une hausse de cet indice de confiance. Qui dit hausse de l'indice de confiance dit hausse du dollar USD. Parce que la consommation est globalement corrélée à la confiance. Alors pas 100%, mais il y a un lien très serré entre confiance des consommateurs et la consommation. Excédent commercial, ça veut dire quoi exactement? Alors déjà, bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Ronald que je salue également. Edgy, Didier, bien le bonjour à vous. Donc Raymond, un excédent commercial, c'est quand on a une balance commerciale qui est positive. Donc une balance commerciale, simplement la différence entre les importations et l'exportation. Dès qu'on a une balance commerciale négative, c'est-à-dire qu'un pays importe plus qu'il n'en exporte. Et quand on a une balance commerciale positive, ce pays exporte plus qu'il n'importe. Donc, si la balance commerciale est positive, on parle d'excédent commercial. Et si on a une balance commerciale qui est négative, on parle de déficit commercial. Les États-Unis, avec le monde entier, sont déficitaires, sont les plus importants importateurs. À l'inverse, la Chine, c'est le premier exportateur mondial. Et il est également, cette Chine, également nette exportatrice vers les États-Unis. Donc on parle d'une balance commerciale excédentaire de la Chine avec les États-Unis. Chine exporte plus vers l'UE que l'inverse. La réponse c'est oui également. La Chine est net exportateur avec pratiquement tous les pays. Tous les pays à part l'Australie et certains pays asiatiques. Il faut savoir que la Chine maintenant c'est surtout un pays d'assemblage et de fabrication. Donc tout ce qui est pays qui exporte des matières premières, eh bien la Chine est souvent justement dans ce cas-là plutôt net importateur de ces pays puisque la Chine demande énormément de matières premières pour fabriquer les produits manufacturés. Donc Australie, exportateur de matières premières, l'Australie est l'un des rares, alors c'est peut-être un grand mot rare, mais est l'un des pays qui est net exportateur de la Chine, ce qui veut dire que la Chine est net déficitaire envers l'Australie. Voilà, donc pour avoir un ordre d'idée, je vais vous donner une adresse de site. Les chiffres ne sont pas actualisés vraiment tout le temps, même très rarement, mais ça peut être utile pour vous donner un ordre d'idée. Ce site, je vous l'ai déjà fait voir, le voici. Et donc, vous allez sur la Chine. Vous allez sur la Chine, donc vous pouvez voir ce que la Chine exporté en 2016. Hein, si on n'a pas les chiffres de 2017, mais voilà, ça c'est en 2016, informatique, etc. Ce qu'elle importait. Et ensuite, vous avez la balance commerciale. Donc là, c'est l'exportation, les importations. Et vous pouvez ensuite faire voir la balance commerciale et les échanges entre deux pays. Vous allez donc c'est en anglais. Par contre, il y a une version française, mais elle est pas bien. Ah bah là, c'est une version française, mais vous voyez que c'est pas bien traduit. La version française n'est pas vraiment n'est pas complète. Donc là, vous voyez Chine, de la Chine vers l'UE. Ah pardon, dans ce site, il n'y a pas l'UE. Il y a simplement chaque pays. C'est par pays, c'est pas par organisme. Donc il n'y a pas l'Union européenne. Mais si vous regardez par exemple Chine, États-Unis, si vous voulez les chiffres entre l'Union européenne et le reste du monde, il faut aller directement sur Eurostat. C'est l'agence statistique européenne. Donc là, vous avez Chine, États-Unis. En parallèle, nous allons faire une recherche Eurostat. Donc voilà, Eurostat. Et là, donc, nous allons faire balance. Nous allons écrire balance commerciale. Alors, il y a aussi balance des paiements qui est assez important puisque balance des paiements, ça regroupe la balance commerciale des biens, mais également des services et des investissements étrangers.
Balance des paiements, c'est un autre indicateur. Balance commerciale, finalement, c'est pour que les biens manufacturés. Donc, balance commerciale. Alors, je suppose que c'est celui-là. Faut un petit peu chercher, hein. Alors, commerce de biens. Ah, donc ça, c'est en pourcentage. C'est pas ce que nous voulons. Balance commerciale, voilà. Balance commerciale, donc avec les Canada, États-Unis, Chine, hors Hong Kong, etc., etc. Donc, 2016. Ah non, donc là, c'est pas la balance commerciale UE avec le reste du monde, c'est la balance commerciale de chaque pays. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la balance commerciale de l'Union européenne avec le reste du monde. Donc c'est pas le bon. Vous voyez que Eurostat, bon, faut chercher un petit peu. Il y a énormément de données là-dessus liées à l'Union européenne ou la zone euro, mais voilà, ça vaut le coup de chercher quelquefois. Bon, du coup, il va falloir chercher sur ce site web. Je vais pas le faire ici parce qu'on va prendre du temps. Mais donc voilà, la balance commerciale, l'exportation, les exportations de la Chine vers les États-Unis et les importations américaines de la Chine. Donc voilà. Donc vous voyez que la Chine importait pour 122 milliards de dollars de produits américains et en exportait 436. La différence, c'est la balance commerciale. Et si la balance est positive, on parle d'excédent, ce qui est le cas puisque les exportations sont bien supérieures aux importations. Et si les exportations sont inférieures aux importations, on parle de déficit. Si on fait Chine-Australie, Chine-Australie, c'est en train de charger. Ensuite, on va faire Chine-France, juste pour avoir un exemple très concret. Enfin, très concret. C'est déjà concret, mais pour qui nous concerne, on va dire. Alors, ça prend un petit peu de temps à charger. En attendant, on va regarder à nouveau sur Eurostat. Sinon, ce que nous allons faire, c'est voilà, euro. Alors, balance commerciale des biens. Voilà. UE. Donc, ah mais non, ça c'est pas avec l'Union européenne. Solde commercial. Non plus. Alors, simplement, regardez ici. Australie-Chine. Donc, Chine importe pour 65,4 milliards de dollars de valeur de marchandises australiennes et exporte pour 43,8. Donc, les exportations sont inférieures au montant des importations, ce qui veut dire que la Chine est déficitaire sur le plan commercial avec l'Australie. Si on regarde la France, bon, la France, on est dans la même situation que les États-Unis, c'est-à-dire qu'on est plutôt net importateur. Enfin, on a une balance commerciale qui est déficitaire avec la Chine, il me semble, hein. Alors voici la France, donc la Chine.
exporte pour 47,9 milliards, exporté en 2016 pour 47,9 milliards de dollars de marchandises vers la France et en importé pour 18,6. Et la différence, donc c'est la balance commerciale, et là on voit qu'elle est déficitaire parce que les exportations sont supérieures aux importations. Voilà, donc la Chine est nette exportatrice vers la France et donc la France est nette déficitaire, un net importateur, net importateur vers la Chine, depuis la Chine. Donc voilà, on va passer dans le vif du sujet. Avec le Forex, on voit le CAD, le GBP qui surperforme, le Yen, le NZD, la UD qui sont baissiers, l'USD qui se maintient. Vous voyez que finalement l'USD c'est ni bullish ni vraiment bearish en intraday. Enfin, en tout cas, on n'a pas de direction majeure de la part du dollar. Nos indices nous montrent quand même une baisse du Yen, une baisse du NZD, l'AUD stable, le CAD qui surperforme avec le GBP. Le CAD qui surperforme avec le GBP. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est le gold, d'accord? Donc là, nous avons le cours de l'or. Je voulais juste vous faire voir donc le superposer avec l'euro-dollar et l'USD CNH. D'accord, donc vous voyez que les deux sont quand même particulièrement corrélés. Bon, l'USD CNH, c'est l'inverse du gold, hein, mais si on fait CNH USD, ce sera peut-être mieux. Voilà, CNH USD, euro-dollar. Alors, lequel est le plus corrélé? Eh bien, pour cela, on va utiliser l'indicateur de corrélation, coefficient de corrélation. Donc, gold, euro-dollar et gold, USD, CNH. Et donc, entre le cours de l'or et l'euro-dollar, il y a une corrélation à 200 jours de 87%. Et entre le gold et l'USD CNH, il y a une corrélation de moins 97%. C'est-à-dire que le yuan est corrélé à 97% à l'or. Donc en fait, il y a une corrélation qui est très positive entre l'euro-dollar et le gold, mais encore plus positive entre le CNH et le gold. Donc, l'euro-dollar, ça peut nous donner des indications précoces pour le gold et l'USD CNH également. Pourquoi ces deux paires sont extrêmement corrélées? Parce qu'en fait, c'est les deux paires qui ont plus d'impact sur le dollar. C'est eux où il y a la plus importante demande, enfin qui génèrent la plus importante demande ou offre du dollar. Si on a des statistiques décevantes sur le yuan, qu'est-ce que vont faire les investisseurs étrangers qui sont extrêmement présents quand même en Chine? Eh bien, ils vont retirer leurs fonds du yuan et ça se fait majoritairement en dollars. Et pareil, les investisseurs, dès qu'il y a une panique, enfin des mauvais chiffres en euros, qu'est-ce que font les investisseurs? Ils vendent pas leur euro pour la livre sterling. Enfin, il y en a qui vont le faire, mais c'est le plus souvent, c'est ils vendent de l'euro et ils vont acheter du dollar. Donc en fait, l'euro et le dollar, finalement, quand il y a enfin l'euro et le yuan n'ont rien à voir ensemble, mais finalement ont un impact important sur l'offre et la demande des investisseurs et donc également du dollar, puisque c'est la zone euro et la Chine sont les deux plus grandes puissances économiques après les États-Unis. Donc forcément, c'est ceux qui ont le plus d'impact sur le dollar. Donc c'est pour ça que finalement, faire une analyse technique sur l'USD-CNH et sur l'euro-dollar permet d'améliorer nos analyses sur les métaux précieux, comme l'or ou comme l'argent. Si on est par exemple bullish sur l'euro-dollar, bearish sur le USD-CNH, c'est bullish pour le gold. Voilà. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer donc dans mon article d'hier sur le cours de l'or. Voilà, le cours de l'or pourrait bondir à 1160 $. Donc là, l'USD-CNH. Et, et voilà, donc ce que je voulais faire voir, c'est USD-CNH. Regardez l'USD-CNH en 4 heures, ce que nous avions. On avait une belle divergence. Donc c'était positif pour le yuan, divergence baissière USD-CNH. Et en plus, si on rajoute un RSI sur l'euro-dollar, donc RSI, vous voyez qu'on va appliquer sur l'euro-dollar. Donc divergence baissière USD-CNH et divergence, enfin rebond de momentum sur l'euro-dollar. Et si on montre l'euro-dollar, c'était une divergence, puisque là on avait des creux de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. Donc c'était finalement un signal particulièrement bullish pour l'or.
donc l'euro-dollar et l'USD-CNH, peuvent servir d'indicateur, je parle bien, pour analyser le cours de l'or. Si l'euro-dollar est bull et que l'USD-CNH est bear, c'est bullish cours de l'or. À l'inverse, si l'euro-dollar est baissier et que l'USD-CNH est haussier, ça veut dire que le cours de l'or a beaucoup plus de chances d'être sous pression. Voilà, donc l'USD-CNH finalement est un bon baromètre du dollar en plus de l'euro-dollar ou du DXY. Donc tout ça pour dire que l'USD-CNH, je rappelle, depuis le début de la semaine, 6,95, c'est la résistance à ne pas dépasser. Si on dépasse cette résistance, ça sera un signal haussier important pour le dollar et ça suggérera une baisse importante des paires majeures. Donc de l'euro-dollar, etc., etc. Voilà, donc en parlant des paires majeures, je passe sur l'euro-dollar qui est à 1,16. Donc l'USD-CNH, regardez cette USD-CNH. Donc 6,95 la résistance en orange. On a une pseudo-oblique. Vous voyez, 1, 2, on va dire 3 points de contact. Disons que cette résistance ne doit pas être dépassée, enfin, ce support ne doit pas être dépassé. Ne doit. Techniquement, on a un triangle ascendant, donc ça suggère davantage de hausse. Maintenant, il faut savoir que les 6,95, c'est quand même une résistance très très importante sur l'USD-CNH. Vous voyez que 6,95, c'était le plus haut de janvier 2017. Enfin, le plus haut, c'était précisément 6,98, c'était 7. Donc voilà, donc si on dépasse 6,95, c'est signal haussier jusqu'à 7. Ce qui veut dire que l'euro-dollar s'enfoncera probablement sous 1,15. Et là, on voit qu'en intraday, on a un rebond de l'USD-CNH. Donc achat du dollar, enfin hausse du dollar, baisse du yuan. L'euro-dollar est légèrement haussier. Donc voilà, on a des signaux qui divergent. Euro-dollar bull, l'USD-CNH bull également. Alors que normalement, on doit avoir une corrélation qui est inverse. La corrélation doit être inverse entre l'USD-CNH et l'euro-dollar. Là, techniquement, qu'est-ce qu'on a en swing trading? On a un triangle ascendant, donc c'est bullish dollar. Ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas dire qu'on va forcément sortir par le haut de ce triangle. Il y a plus de probabilité qu'on sort par le haut, mais on peut très bien avoir une cassure par le bas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais anticiper le breakout d'une configuration chartiste. Il faut jamais d'ailleurs anticiper un signal, peu importe que ce soit chartiste ou un indicateur. Donc voilà, si on a un signal baissier, si on sort par le bas, ça sera une indication baissière pour le dollar. Ça sera une indication baissière et ça suggérera une hausse de l'euro jusqu'à 1,18, voire même beaucoup plus haut. Et là, vu qu'il rebondit, eh bien, ça suggère que l'euro va être sous pression. Donc la hausse de l'euro me semble limitée tant que l'USD-CNH rebondit. Voilà, donc euro-dollar, résistance, vous voyez, à la moyenne mobile à 50 périodes, 1,16, 21, 50 jours pour être précis. Voilà, on est sur le R1 hebdomadaire, comme vous pouvez le constater. Donc là, on a une belle résistance. On a une belle résistance, on n'a pas forcément de chiffres macro qui peuvent faire varier le cours euro-dollar, mis à part l'indice de confiance de Michigan en fin de journée. Donc à mon avis, on devrait être plutôt dans une journée calme sur les marchés et on a des chances de rester entre ces deux moyennes mobiles qui sont à 20 et 50 périodes. Donc entre 1,16, 21 et voilà, entre 1,16, 21 et 1,15, 87. Donc neutre concrètement à court terme sur l'euro-dollar. Si on se met en 4 heures cette fois-ci, donc vous voyez, on avait une belle divergence. Là, on n'a pas de signal baissier. Donc c'est toujours un momentum qui est bullish, 64. En horaire, est-ce qu'on a un signal baissier? Alors on a un petit signal baissier dans le sens qu'on a une divergence. Vous voyez, momentum à plat, sous résistance, alors que l'euro-dollar continue à progresser. Toutefois, le momentum se maintient en hausse. Donc c'est pas encore un signal baissier. On voit que le R1 hebdomadaire a quand même fait office de résistance cette nuit. Donc voilà, s'il y a une hausse, il y a actuellement une hausse de l'euro-dollar, on ira chercher le R1. Pourquoi pas les 1,1624 qui est, je rappelle, la résistance, la moyenne mobile à 20 périodes, 50 ou 20.
journalier, voilà, c'est bien 20 en bleu. En vert, c'est la 50. Donc 1,1621, vous voyez 1,1620, c'est la prochaine résistance. On peut aller chercher ce niveau de prix en intraday. Plus haut, ça me semble compliqué. Au niveau du GBP-USD, bon, le GBP, il est soutenu par la spéculation des investisseurs sur un accord du divorce, enfin un accord sur les termes du divorce entre l'Union européenne et le Brexit. Donc vous voyez que le GBP surperforme. GBP surperforme. La prochaine résistance, elle est à 1,33. Elle est à 1,33. Voilà, l'AUD rebondit également. Le NZD rebondit, mais vous voyez, c'est assez léger. Pareil, ces deux paires me semblent intéressantes à shorter, comme voilà, je le rappelle. Donc tout rebond m'intéresse pour passer à la vente. Donc ensuite, il faut regarder sur une unité de temps un petit peu plus faible, du 4 heures par exemple. Sur du 4 heures, si on a un signal baissier, par exemple une divergence. Ou alors, on attend la clôture journalière sous la moyenne mobile à 20 jours, qui est en bleu sur le graphique devant vous. L'USD CAD, retour à 1,30. L'USD CAD, on va rester patient. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout va dépendre à court terme du pétrole. Pétrole qui dit hausse du pétrole, dit hausse, dit surperformance plutôt du dollar canadien. Et là, le Brent, vous voyez qu'il est sur support. Il a maintenu son support. Donc tant qu'il est au-dessus de ce support, j'ai envie de dire que la perspective est plutôt haussière sur du très court terme. Si on clôture en dessous, la perspective de très court terme sera baissière en direction du plus bas de 20 jours à peu près. Vous voyez également le S3 hebdomadaire qui est vers 80 dollars, 78 dollars. Donc si on passe en dessous des 80, si on clôture en dessous des 80, ça sera un signal baissier jusqu'à 78. Voilà, donc actuellement, le Brent, on voit qu'on a eu quand même pas mal, enfin on a des acheteurs qui sont manifestés à 80 dollars. Donc ce qui permet de nous donner une perspective haussière sur du très court terme sur le Brent. La perspective à moyen long terme reste inchangée, elle reste haussière puisque le cours est au-dessus de ses moyennes mobiles à 50, à 100, à 200 jours et que la lagging span est au-dessus du prix du nuage. Donc voilà, à moyen long terme, la perspective ne change pas. Par contre, puisqu'on a réintégré, vous voyez cette moyenne mobile, on est repassé en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours. On voit que le momentum c'est quand même pas mal dégradé, même si voilà, il reste positif, il reste à au-dessus de 50 et le prix reste au-dessus de 80. Donc voilà, je me dis que au-dessus de 80, la perspective à court terme est haussière pour un retour à 86 et si on clôture en dessous, perspective baissière jusqu'à 77. Donc de ce fait, l'USD CAD à 1,30, vous savez que l'USD CAD, moi je cherche enfin j'ai une perspective plutôt baissière sur du moyen long terme, donc tout rebond me semble m'invite à passer à la vente. Alors pas à n'importe quel niveau de prix et il faut avoir des signaux baissiers. Bon, faut pas rentrer à la vente sur une paire parce que le cours rebondit. Simplement, faut attendre qu'il justement repart en baisse. Et donc là, est-ce qu'on a un signal baissier en 4 heures? Est-ce qu'on a une divergence par exemple? Alors oui, on a une divergence. On a une divergence. Regardez ici. Sommet, sommet, creux, enfin sommet, sommet de plus en plus bas. Sommet, sommet de plus en plus haut. Donc si le RSI 4 heures clôture sous 50, ça sera un signal baissier en direction des récents plus bas. Des récents plus bas et même des nouveaux plus bas. Des nouveaux plus bas, c'est-à-dire 1,26, comme vous savez, c'est ma perspective de moyen terme. Ça devra coïncider bien évidemment avec la tendance du Brent. C'est-à-dire que si le Brent casse son support à 80 dollars, s'il passe sous 80 ce Brent, l'USD CAD restera assez élevé. Voilà, donc attendons le signal 4 heures. Dès que le RSI passe sous 50 et clôture sous 50, ça sera un signal baissier. Un signal baissier sur l'USD CAD. L'euro CHF qui continue petit à petit sa hausse. Vous voyez, depuis le signal haussier qu'on avait parlé lundi 24 septembre. Vous voyez avec cette flèche. Voilà, avec le premier objectif à ligne de coup. Deuxième objectif 1,15, mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut. L'euro CHF, c'est tradé, le spread BTP Bund et la politique monétaire de la BCE. Voilà. Si on pense qu'à moyen terme, au niveau du budget italien, les perspectives vont s'améliorer et qu'il y aura un accord entre Bruxelles et Rome
eh bien, l'euro CHF, c'est moyen terme, perspective haussière. Si à l'inverse, on estime qu'il va y avoir une dégradation des relations entre Rome et Bruxelles et qu'il n'y aura pas d'accord sur le budget, dans ce cas-là, l'euro CHF, c'est perspective baissière. Donc c'est à vous de voir à vous de voir en fonction de vos arguments, de votre analyse. Mais si vous êtes optimiste sur le budget italien, sur le futur proche du budget italien, dans ce cas-là, vous pouvez être boule euro CHF. Mais si vous avez des perspectives plutôt négatives, l'euro CHF, évitez d'être haussier. En tout cas, techniquement, vous voyez que le prix a clôturé à son nuage, à la span B. En intraday, on est au-dessus, mais vous voyez que la lagging span est en dessous du nuage. Donc, tant qu'on est en dessous, on peut considérer qu'on est dans un rebond, mais pas forcément dans un renversement de tendance. D'accord? Donc, pour le moment, on est toujours, on va dire, en phase de correction de tendance baissière. On n'est pas dans une nouvelle tendance haussière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas anticiper une correction plus importante que ce qu'on a là. Donc, le prochain signal sera donné à 1,15. Si on a un breakout, une clôture journalière au-dessus de 1,15, ça sera un important signal haussier. Parce qu'à 1,15, il y a très probablement déjà des prises de bénéfices sur euro-franc suisse et en plus des positions vendeuses short, c'est-à-dire vente euro, achat franc suisse. Donc 1,15, ça sera un seuil très important. Si on dépasse, ça veut dire que les acheteurs seront quand même particulièrement présents. Et pour le moment, vous voyez que le spread BTP Bund, eh bien, se maintient. Vous voyez qu'il est à 300 points de base, mais on n'a pas de nouveau sommet. Alors, on est en journalier. Vous voyez qu'on reste assez élevé sur une fourchette, sur une période d'un an. On est assez élevé, mais on n'a pas des nouveaux plus hauts. On n'a pas des nouveaux plus hauts. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas des nouveaux plus hauts, c'est, on va dire, positif pour l'euro. C'est positif pour l'euro face au franc. Parce que si vous regardez, donc, spread BTP Bund, et on va ajouter un indicateur, donc, corrélation avec euro CHF. Corrélation entre BTP Bund et euro CHF, moins 74%. C'est-à-dire que si ce spread baisse, c'est haussier euro. Si ce spread monte, c'est baissier euro face au franc. Voilà. Et d'un point de vue politique monétaire, qu'est-ce que nous avons au niveau des rendements obligataires? On a un Bund qui est acheté à court terme parce qu'on a des incertitudes envers l'Italie. Donc vous pouvez voir le 10 ans, bon là il prend un point de base, mais voilà, il reste quand même, on va dire, il sous-performe les autres. J'ai l'impression qu'il sous-performe les autres rendements des obligations, les rendements obligataires mondiaux. Par exemple, si on regarde la force relative DE 10 ans divisé par GB 10 ans sur, allez, un mois. Bon, c'est neutre pour le coup. 11% même, donc hausse. Si on regarde face à l'US, 8%, ah, quand même une petite hausse, c'est-à-dire que le rendement du 10 ans allemand surperforme légèrement. Et si on regarde le JP, par contre là il est en baisse. Mais on a quand même l'allemand qui surperforme le Gilt, pardon, et le T-Note. Ce qui veut dire que le spread entre le 10 ans suisse qui est à 0%, le 10 ans suisse c'est 0%, hein. Donc le spread, l'écart de rendement entre le 10 ans suisse et le 10 ans allemand s'écarte, et plus il va s'écarter, plus ce sera positif pour l'euro franc suisse. Comment s'écarte ce spread? Eh bien grâce aux chiffres macro. Si les chiffres macro sont positifs pour la zone euro, eh bien ça va être le Bund qui va être ce rendement du Bund qui va progresser parce que le marché va accentuer sa spéculation sur un durcissement de la politique monétaire de la BCE. Et qui dit durcissement de la politique monétaire de la BCE dit hausse des taux d'intérêt et dit donc hausse des rendements obligataires. Le franc suisse, concrètement la BNS, elle a dégradé ses perspectives d'inflation de moyen long terme. Le gouvernement suisse a dégradé ses perspectives de croissance de moyen long terme et on n'a aucune hausse des taux de la BNS qui est attendue avant plusieurs années. Donc concrètement, le franc suisse, les perspectives, que ce soit à court, moyen, long terme, au niveau du rendement, les rendements suisses devraient rester assez faibles. En tout cas, devraient sous-performer ceux de la zone euro. Et donc c'est pour ça que d'un point de vue de la politique monétaire et macroéconomique, l'euro CHF devrait progresser. Pas parce que en zone euro, on a des meilleurs chiffres macroéconomiques, mais parce que ces chiffres macroéconomiques ont de l'impact sur le rendement
obligataire européen, alors que les chiffres macro suisses n'ont pas réellement d'impact sur le 10 ans suisse. Si vous regardez le rendement 10 ans suisse, voilà, investing, il n'est pas sur sur TradingView. Vous voyez que sur un an, alors un an, vous voyez, c'est neutre, c'est neutre. Donc peu importe les chiffres macro finalement, voilà, il n'y a pas réellement d'impact. Il n'y a pas réellement d'impact. Et sur 5 ans, ouais, c'est globalement pareil. Depuis 2015, les rendements sont globalement à 0%. Donc, bien qu'on ait des chiffres macro qui sont bons, plutôt bons en Suisse, à part l'inflation, on n'a pas ce rendement qui va se tendre. Et tant qu'il ne se tend pas, ça va pas donner une force relative majeure au franc. Ça peut le soutenir pendant un jour, pendant 2 jours, mais ça ne va pas le créer une tendance haussière. Et d'ailleurs, de toute façon, la BNS, c'est la dernière chose. La BNS ne veut pas de tendance haussière sur le franc. Voilà. Donc, concrètement, je vois pas de raison d'acheter le franc à moyen long terme. Au contraire, l'euro s'apprécie avec les chiffres macroéconomiques parce que le marché spécule sur une hausse des taux, une première hausse des taux de 10 points de base de la BCE en septembre prochain. Voilà, donc si je reviens sur TradingView et qu'on regarde le 10 ans, vous voyez le 10 ans allemand, et on va se mettre sur un an. Ouais, bon là c'était les incertitudes sur les élections en Allemagne en début d'année, mais vous voyez que ce rendement il est quand même en hausse de 45%. Il est quand même passé de à peu près 0,40 à 0,53. Donc sur un an, voilà, on est sur un an, hausse de 45%, pardon. Donc vous voyez quand même ce rendement progresse, ce qui donne une force à l'euro. Par contre, il progresse pas autant que le 10 ans US. Ah si, vous voyez quand même 34%. 34%. Voilà, donc euro CHF, moi je privilégie la hausse parce que si on a un accord sur le budget italien, ça fait baisser le spread BTP-Bund, ce qui est positif pour l'euro CHF. Et en plus, sur du moyen long terme, le spread entre le rendement du 10 ans suisse qui est à 0% et celui de l'Allemagne qui est à 50%, 0,50% pardon à peu près, eh bien devrait augmenter. Ce spread devrait augmenter. Cet écart de rendement devrait augmenter, ce qui va donner une force relative à l'euro CHF. Voilà, donc signal technique, on attend, c'est le breakout des 1,15. Pour ceux qui ne sont pas à l'achat, breakout au-dessus des 1,15, c'est signal haussier jusqu'à 1,17. Alors pardon, j'ai oublié de faire les indices en premier. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, hein, comme vous le savez. Je sais que parmi vous, dans les commentaires de l'enquête que j'ai envoyée, vous m'aviez demandé de faire un point sur les indices au tout début. Voilà, j'ai pas encore le réflexe. Je n'ai pas encore le réflexe, donc écoutez, je vais faire ça maintenant. Le CAC, gap haussier. Par contre, on est en petite baisse depuis l'ouverture. Mais gap haussier, hein. Je vous rappelle qu'en Asie, on avait une hausse. On a le Shanghai Composite qui prenait 1%, il me semble. Donc voilà. Et on voit que d'ailleurs les futurs américains sont dans le vert. Maintenant, comme vous savez, hein, que ça soit le S&P, le CAC 40, peu importe. Moi, ce que je surveille avant tout, c'est le VIX. Et je vous ai donné l'une des stratégies vraiment particulièrement, comment dire, utile pour trader marché action sur du swing trading, c'est le VIX avec le Disparity Index que j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail à la fin du mois pendant ma formation à Paris. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est sur IG Academy. Et donc voilà, je vous expliquerai plus en détail de cette stratégie de trading. Pardon, donc au niveau de SED, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc favori, on n'a toujours pas le signal. Hein. On n'a toujours pas le signal. Donc 10 périodes. On peut prendre 10, on peut prendre 50, on peut prendre 20. Voilà, ça peut peu d'intérêt. Hein. Voilà, 10, on est à 17. Et ce qu'on attend, c'est que cet écart relatif passe sous 10%. Donc là, on est à 17. Dès qu'on passe sous 10, c'est un signal haussier sur les marchés actions. Donc là, on a peut-être fait le point bas, mais en tout cas, le VIX ne donne pas de signal haussier. En tout cas, cette stratégie du VIX, pardon, ne donne pas de signal haussier. Et ce signal du VIX est un signal haussier pour le S&P, mais également pour le CAC 40.
Voilà, donc cette stratégie est assez efficace, enfin assez efficace, surtout efficace pour le S&P, pour les marchés américains, mais est également assez utile, pertinente pour les indices européens. Donc pour le moment, l'écart relatif est toujours au-dessus de 10. Dès qu'il passera en dessous de 10, eh bien, ce sera un signal haussier pour les marchés actions. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas encore fait le point bas. Je ne dis ça, c'est possible que là on ait fait le point bas. Et techniquement, regardez, on est quand même sur un niveau de support très important. On a eu un rebond, ouais, sur cette oblique qui vient chercher les points bas. 1, 2, 3, 4 points de contact. C'est pas une oblique qui est faible. Elle a non seulement 4 points de contact, mais cette ligne de tendance a quand même un peu plus d'1 an de durée de vie entre guillemets, et plus une ligne de tendance, plus une oblique est longue, et ou un support ou une résistance est long dans la durée, et plus elle est importante. Voilà. Donc il y a 3 choses qui permettent d'améliorer la fiabilité, de mesurer, on va dire, juger de la fiabilité d'une ligne ou d'un support ou d'une résistance, d'une oblique ou d'un support ou d'une résistance. 1, la durée de cette droite ou de cette droite. 2, le nombre de rebonds. 3, les écarts entre les rebonds. Plus les écarts sont lointains, plus ça renforce le niveau. Plus on a de rebonds, plus ça renforce le rebond, et plus elle est longue dans la durée, et plus ça renforce le niveau. Donc là, on a quand même des écarts assez importants, à part ici. On a 4 points de contact, et elle a plus d'1 an. Donc voilà, elle est quand même assez importante, cette oblique. Elle est quand même assez importante. Donc voilà, ça se trouve on a fait le point bas, mais en tout cas le VIX ne donne pas de signal haussier. En tout cas en intraday, eh bien ce qu'il faut surveiller là dans cette période de volatilité, c'est des niveaux assez importants. Plus on est dans un environnement volatile, et plus et moins les supports résistance fonctionnent. Donc faut chercher des niveaux de support résistance de comment dire, moyen long terme dans ce cas de figure. Donc on va chercher tout simplement des prix de clôture. Voilà, on va chercher des prix de clôture et des prix d'ouverture. Donc là, on a prix de clôture, voilà. On a le prix d'ouverture avec le gap. Donc là, on a ces seuils qui sont à surveiller. Nous avons ces seuils à surveiller en intraday. Donc 5171, 5134, 5113. Voilà, je vais pas vous donner d'objectif parce que c'est assez volatile et incertain. On l'a vu hier. Hier, c'était un petit peu les montagnes russes. On a eu un début de journée, comme vous pouvez le constater, plutôt calme. Ensuite, c'était haussier. On a une correction majeure. Enfin voilà, c'était assez compliqué, je trouve, les indices européens hier. Donc, je vais pas vous donner mon d'analyse, enfin, comment dire, de stratégie. En tout cas, l'analyse, comme on peut voir, c'est une résistance à 5170. C'était le plus haut de la veille, et un support aux alentours des 5120. Donc voilà, c'est possible qu'on continue à ranger en intraday dans cette période. Enfin, dans ce range. Ce range de 50 points. En tout cas, encore une fois, est-ce que c'est le moment de payer le CAC 40 sur du moyen terme? Peut-être, mais avec la stratégie de VIX que je vous ai présentée, eh bien, ne donne pas encore le signal haussier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait le point bas, mais ça veut simplement dire que ce signal haussier n'a pas été donné. Donc, je reste plutôt prudent. Et donc, je ne passe pas encore à l'achat sur du swing trading, bien qu'on est sur un niveau de support important. Le DAX, et vous voyez sur le 4 heures, pardon, le CAC 40, on n'a pas de divergence, donc on n'a pas non plus de quoi espérer un rebond majeur pour le moment, bien qu'on ait que le cours ait rebondi sur cette oblique de long terme. Alors le DAX, vous voyez que c'est un petit peu plus incertain. On a une configuration de chartiste qui est un petit peu moins optimiste que positive, pardon, que le CAC 40. Le CAC 40 à long terme, on est dans un canal haussier, alors que le DAX, eh bien, vous voyez qu'on a des creux quand même assez bas et de plus en plus bas finalement. Donc voilà, ça a surveillé de très près ce DAX. Là, j'ai l'impression qu'on a un canal. Vous voyez, donc sommet, sommet. Si on prend la parallèle, alors non, on n'a pas pas vraiment de canal puisqu'on vient pas chercher, vous voyez cette oblique. On va la laisser quand même sur un graphique au cas où
qu'on a un nouveau momentum baissier, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est un ressenti, on peut pas trader qu'avec des sentiments, on trade avec des signaux. Voilà, ce que je chercherais à, voir pour payer les indices, ouais, c'est ce genre de signaux, une divergence. Là, on a une belle divergence, ce qu'on n'a pas pour le moment. Et donc ça empêche finalement de passer à l'achat sur du swing trading. Même en horaire, on n'a pas de divergence. Donc voilà, prudence sur les stratégies acheteuses des indices. Voilà, les seuils à surveiller. Donc hop, 11 700, 11 736, 11 517. Voilà, 4 heures, horaire. Voilà, donc on peut voir 11 736, 11 704, c'est une résistance de très court terme. Et à l'inverse, le support, c'est aux alentours des 11 560, 11 517. Au niveau des commodities, donc l'or qui a bien rebondi hier, on a eu la baisse de l'USD-CNH, sauf que ce matin, l'USD-CNH rebondit, donc ça fait pression sur l'or. On va très probablement avoir le pullback à 1214. Ouais, vous pouvez voir que 1214 c'est la résistance. Alors c'était plutôt une zone entre 1214 et 1204 pour être un petit peu large. Mais voilà, en tout cas on a un breakout, on a un signal haussier très important, puisque non seulement on sort de ce triangle symétrique, mais on casse également cette oblique de long terme. Alors que on avait une divergence haussière, il me semble. Alors non, pas de divergence haussière puisque ici le creux du RSI est à 21,03 et ici, il me semble qu'on est inférieur 19. Donc on n'a pas de divergence haussière. On n'a pas de divergence haussière, autant pour moi. Mais en tout cas, on a un signal, des signaux haussiers sur le prix. Et c'est ça qui est le plus important finalement. On a même le crossover des moyennes mobiles. Crossover, breakout de l'oblique, breakout du triangle, du nuage. Il manque plus que la lagging span dépasse son nuage pour confirmer une tendance haussière. Pour le moment, on est toujours dans une phase de correction et c'est pour ça que ces seuils de Fibonacci sont à surveiller. Là, la prochaine résistance au-dessus des 1214 $, c'est 1240. 1240 qui était, vous voyez, ce support et qui correspond également à 38% de retracement de cette tendance. Donc voilà, au-dessus 1214, perspective haussière jusqu'à 1240 $. Et encore une fois, ce qu'il faudra surveiller, c'est l'euro-dollar et l'USD CNH, parce que ces deux paires ont le plus d'impact sur le dollar. Puisque le yuan et l'euro, vous savez, c'est les deux devises les plus puissantes après le dollar. Et donc forcément, la demande, ça fait beaucoup varier, ça influence beaucoup la demande et l'offre du dollar. Le dollar, c'est la devise refuge. C'est une devise refuge lorsque la zone euro va mal ou lorsque la Chine va mal. Donc si on a des chiffres macro décevants en Chine et en zone euro, eh bien on va avoir une importante demande du dollar, ce qui fera pression sur le gold. Voilà, on peut penser que le gold, c'est simplement appétit ou aversion pour le risque, mais avant d'être un actif refuge, l'or, c'est un actif qui corrèle négativement au dollar. Donc, voilà, le plus important, c'est l'euro-dollar et l'USD-CNH. Si l'euro-dollar est boule et que l'USD-CNH est bear, ce qui veut dire que, en fait, le dollar est baissier. Si le dollar est baissier face au yuan et l'euro, c'est haussier euro, c'est haussier or. À l'inverse, si le dollar gagne du terrain face à l'euro et gagne du terrain face au yuan, c'est baissier, baissier cours de l'or. Donc, voilà, cours de l'or, on a des signaux haussiers. Par contre, je rappelle, l'USD-CNH, on reste dans un triangle qui est ascendant, donc prudence. Triangle ascendant, c'est positif pour le dollar. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va sortir par le haut. Il y a plus de probabilité qu'on sorte par le haut, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément sortir par le bas. D'accord? Donc, triangle ascendant pour le USD-CNH. Et pour l'euro-dollar, eh bien, techniquement, on a la lagging span qui reste sous le nuage, le prix qui oscille autour du nuage, mais qui reste en dessous de sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc, voilà, l'euro-dollar, on est peut-être dans une phase de correction de tendance baissière, mais on n'est pas dans une tendance haussière de moyen long terme. Donc voilà, l'or c'est bullish, mais c'est pas non plus avec tous les indicateurs qui sont dans le vert. L'euro-dollar, c'est pas haussier sur du moyen long terme, l'USD-CNH non plus. Enfin, l'USD-CNH n'est pas baissier sur du moyen long terme, bien au contraire. Et d'ailleurs, si on fait un mix euro-dollar, USD-CNH, pour le coup, du coup, pour faire un indice dollar différent que notre indice équipondéré,
Ça peut être une autre version. Euro dollar, CNH, USD. Alors plutôt l'inverse, USD euro, USD CNH. Voilà ce que nous dit l'euro dollar et l'USD CNH. Ça, c'est la tendance du dollar vis-à-vis de l'euro et de CNH, comme un index finalement. C'est un autre indice dollar. C'est un autre indice dollar. Et si on peut le comparer par exemple au DXY. L'inconvénient du DXY, c'est qu'il n'y a pas de one dedans. Alors que le one, ça devient quand même une devise particulièrement importante. Donc si on met le DXY, vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Donc voilà. Cet indice euro, USD CNH, ça peut être considéré comme un autre indice dollar, une autre version. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure version, mais c'est une version qui va pouvoir être utilisée pour voilà, confirmer ou infirmer les signaux du DXY. Mais vous pouvez voir quand même, c'est globalement corrélé. C'est même fortement corrélé. Donc voilà. Et là, donc, ce que nous indique cet indice, c'est qu'on a des sommets de plus en plus bas et on a des creux qui sont à plat, ce qui matérialise un triangle descendant. Le problème, c'est qu'un triangle descendant, c'est une figure de retournement. Ça veut dire que la tendance précédente devrait être haussière. C'est une figure de continuation, pardon, c'est pas une figure de retournement. Voilà, donc on a quand même un triangle descendant. Donc c'est baissier, ce triangle descendant, c'est un signal baissier si on a le breakout. Ça nous permettra d'avoir des stratégies vendeuses, comment dire, de long terme pour le coup, de l'USD. Voilà. Donc l'analyse technique de cet indice, entre guillemets, c'est baissier sur du court terme puisqu'on est sous cette oblique. Par contre, là, on teste la moyenne mobile à 50 et on teste le nuage. Donc à surveiller. Mais si on casse cette moyenne mobile, on peut très bien espérer un retour, vous voyez, en bas, au plus bas de septembre, au plus bas de août. Ce qui veut dire hausse de l'euro jusqu'à 1,18, hausse du gold jusqu'à 1240. Voilà, si je viens superposer cet indice avec le gold qui est en jaune ici, et on vient mettre des droites, donc là le sommet de cet indice dollar, c'est le creux de l'or. Ici, nouveau sommet, vous voyez, et là c'est un creux. Et donc on peut très bien faire une analyse technique sur cet indice dollar. C'est pas parce qu'il n'est pas tradable qu'il est inutile. Et on peut voir, donc là on a une belle divergence baissière sur du daily. Et en 4 heures, est-ce qu'on avait une divergence? Vous voyez qu'on avait une belle divergence. Donc c'est vraiment un indice qui est à surveiller, qui m'a l'air très pertinent. Là on voit, regardez cet indice USD euro, USD CNH, point bas, début du bull market, gold, baissier. Donc on voit qu'on a une corrélation extrêmement importante. D'ailleurs, on va mettre l'indicateur de corrélation avec le gold. Donc cet indice avec le gold, corrélation de 97%. 97. Donc voilà, on a vraiment quand même un indice ici qui a l'air très très intéressant. Qui a l'air très très intéressant. En plus, bien évidemment, ça ne veut pas dire que le DXY est inutile, ça ne veut pas dire que notre indice équipondéré dollar est inutile. C'est simplement un indice supplémentaire du dollar qui permet de juger de la tendance du dollar. Ouais, et donc on peut très bien faire une analyse technique sur sur cet indice, puisque cet indice est composé des deux autres devises qui impactent le plus l'offre et la demande de dollars, l'euro et le yuan. Donc si on a des signaux baissiers sous cet indice, on a très probablement des signaux haussiers sur l'or, qui ne sont pas forcément visibles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas visibles sur l'or, qu'ils ne sont pas sur cet indice. Donc voilà, cet indice est vraiment à surveiller, ce qui m'a l'air très pertinent. Et voilà. Voilà, donc là, pour le moment, cet indice rebondit sur la moyenne mobile à 50. C'est rebondit sur la moyenne mobile à 50. Si on a un breakout sous celle-ci, signal baissier, direction ce support, qui, je rappelle, forme un triangle descendant, puisqu'on a 4 points de contact. Un triangle descendant ou un triangle ascendant, c'est 4 points de contact. 1, 2,
3, pardon, 1, 2, 3, 4. Et là, donc à surveiller. Voilà donc pour ce point de marché, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Pas grand chose de nouveau ce matin. Pas grand chose de nouveau. Et donc voilà, les indices, je vous invite à faire très attention parce qu'encore une fois, ce sera très volatile. On n'est pas certain qu'on a fait le point bas, même si voilà, techniquement, on est quand même le CAC qui est sur support et que le VIX, on voit qu'il semble se calmer. Mais bon, on attend le signal bullish, enfin notre signal du disparity index du VIX pour passer long sur les indices. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle, formation à Paris fin du mois le 30 octobre. Présentation du VIX assez avancée. Les débutants sont bienvenus, mais voilà, si vous êtes, je conseille d'avoir des connaissances d'analyse technique, je dirais pas poussées, mais quand même avancées pour bien comprendre la formation que je vous proposerai à Paris. C'est une formation que vous pourrez retrouver, sur Google, hein, parce que c'est une formation exclusive. Je l'enregistrerai par la suite et je la mettrai en ligne probablement sur YouTube. Mais voilà, pour ceux qui veulent plus d'interactions, etc., je vous invite à venir me rejoindre à Paris. Lien d'inscription, vous allez sur IG Academy, séminaire, et vous allez en bas, voilà, comment trader les marchés américains. Donc je vous envoie le lien, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, et voilà, ça me fera un grand plaisir en tout cas de vous retrouver. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. C'était mon dernier point de marché de la semaine, donc je vous souhaite également un excellent week-end. Et je vous dis donc à lundi pour mon prochain point de marché.